Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Je suis très heureux ici d'être parmi vous pour clôturer cette année de Futurs Robots. C'est des temps forts qui ont marqué l'année passée. En fait, l'idée de Futurs Robots, c'était la convergence de l'accueil en France de deux événements majeurs. En 2020, c'était ICRA, I3E ICRA, où les collègues ici ont œuvré et Stéphane Régnier, Raja Chatila, et c'est l'une des conférences phares en robotique. La France attendait depuis 30 ans, je pense, c'est ça, l'accueillir à Paris. Et finalement, malheureusement, avec la pandémie, ça a été virtuel. Mais voilà. Donc, on était tous déçus. Et puis, il y avait aussi Robocup à la compétition internationale à Bordeaux. C'était prévu en juin 2020. C'était reporté aussi, malheureusement. Et donc, les collègues ont mobilisé les enseignants-chercheurs, les chercheurs, des ingénieurs, en disant qu'il faut qu'on fasse connaître aussi la robotique, la recherche en robotique. Et il y a eu plein d'idées. Donc, après, nous avons convergé vers une coordination par le CNRS des événements. Et donc, c'était Futurs Robots, avec plusieurs événements. Et d'ailleurs, le CNRS s'est approprié au plus haut niveau, d'ailleurs, parce que puisque les vœux en 2020, c'était vraiment la première fois qu'on met en avant une thématique, c'était la robotique. Et donc il y a eu les temps forts. Donc on a commencé au LAS à Toulouse en octobre 2020 par un direct en présence de PDG du CNRS, et ça suivi par à Rennes à l'ERISA, ETIS Cergy, Lauria à Nancy, et Montpellier, c'était en virtuel. Et puis, on termine ici. Et donc là, c'est une mobilisation de l'ensemble des collègues. Mais ce que je voulais aussi saluer aussi, c'est pas la présence ici, le fait que ça soit ici, je pense c'est important aussi, parce que l'ESIR, c'est un labo phare en robotique, un labo essentiel. Ça a été co-construit CNRS, l'UPMC à l'époque. C'était Jean-Charles Pomerol, et ceux qui connaissent. Mais c'était vraiment une co-construction. Et aujourd'hui, on voit l'ISIR, la place qu'il a. Et je veux saluer aussi Guillaume Morel, qui n'a pas pu être là présent aujourd'hui parmi nous. Voilà, donc je veux terminer par aussi remercier Laure Thiebaud, la responsable communication de l'Institut, la NS2I, parce qu'elle a coordonné depuis 1 an et demi pratiquement ce travail au niveau de communication, et avec les responsables de communication de la délégation régionale de CNRS ici Paris-Centre, et Timothée Père, et puis les responsables comme aussi de Sorbonne Université. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et encore, je voulais m'excuser, je vais vous quitter tout à l'heure avant la fin, parce qu'il y a la médaille d'or de CNRS qui est à côté à la Sorbonne. Voilà. Donc. Merci. Monsieur le directeur de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions, cher Ali, monsieur le doyen de la faculté des sciences et ingénierie, cher Stéphane, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, je suis ravi d'offrir cet événement Robotique et Société aux côtés du CNRS, que je remercie d'avoir sollicité Sorbonne Université pour coproduire cette table ronde avec nos chercheuses et chercheurs de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, ici présents, l'ISIR, comme cela a été mentionné, et je les remercie de leur implication. Le CNRS est un partenaire de taille pour Sorbonne Université, et je ne dis pas cela pour le nombre considérable d'unités de recherche que nous portons en commun et qui sont les artères de nos institutions, mais pour cette conviction que nous partageons, que celle de mettre davantage la recherche fondamentale au service de la société. C'est la raison qui nous réunit aujourd'hui et l'un des principaux enjeux auxquels nos communautés scientifiques sont de plus en plus confrontées. Être au service de la société, c'est à la fois mettre au service de nos concitoyennes et de nos concitoyens les savoirs et technologies que nous produisons et être à l'écoute de leurs interrogations pour leur apporter des solutions et des réponses, pour lever toute incompréhension et même pour anticiper certaines appréhensions. Sur le sujet de la robotique, qui galvanise autant qu'il divise, le dialogue entre scientifiques et grand public doit s'inscrire dans un climat de confiance et reposer sur les valeurs d'éthique et d'intégrité scientifique. C'est le devoir de l'université d'offrir aux citoyens cet espace d'analyse, d'échange et de distanciation. Et si nous voulons ensemble prendre le virage des grands défis technologiques des prochaines années,
C'est une nécessité pour notre société de comprendre que l'université, et le CNRS à ses côtés, est un acteur clé. Aujourd'hui, cher public, nous vous ouvrons nos portes. Demain, invitez-vous, osez franchir le seuil de notre université. Nos campus sont les vôtres et toute notre communauté est à votre service. Posez toutes les questions qui vous traversent l'esprit lors de ce débat. Ne vous censurez pas, car vos retours nourrissent la réflexion scientifique et développent l'intelligence collective. Je vous souhaite un excellent moment d'échange et je cède sans plus tarder la parole à Stéphane Régnier, professeur de robotique et doyen de la faculté des sciences et ingénierie. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, merci Ali, merci Thomas. Je ne sais pas si on m'entend. Bonsoir tout le monde, je suis ravi et heureux d'animer ce débat ce soir. Je crois que nous avons encore la chance d'être en présentiel et on va peut-être en profiter encore un petit peu, pas longtemps peut-être, mais en tout cas c'est un moment important pour nous ce soir et on a la chance d'avoir 3 personnalités importantes dans le domaine de la robotique que je vais vous présenter. Je vais vous présenter de droite à gauche peut-être. Marie-Aude Vitrani, qui est maîtresse de conférences à Sorbonne Université et à l'ISIR, on va le dire 500 fois ce soir, mais c'est important, on est fiers de ce laboratoire. Dans l'équipe Agathe, parce que c'est important aussi, assistance aux gestes et applications thérapeutiques, spécialisée dans le domaine de la robotique et la santé. Elle est aussi co-directrice de l'Institut universitaire d'ingénierie en santé, qui est un de nos instituts pluridisciplinaires de Sorbonne Université. Raja, qui est juste à côté, ouais, on se fera applaudir tout à l'heure, on a du temps pour la soirée, qui a l'habitude des débats, qui est un professeur émérite d'intelligence artificielle, de robotique et d'éthique à Sorbonne Université, internationalement reconnu, je pense que tout le monde le connaît ici pour ses travaux. Il est aussi ancien directeur du LabEx Smart sur les interactions entre les humains et les machines, et il a été directeur de l'ISIR. Troisième personne ce soir, donc Nicolas Bredèche, professeur à Sorbonne Université et aussi à l'ISIR. Il s'intéresse aux mécanismes qui permettent au système collectif d'évoluer, d'apprendre et de s'adapter dans des environnements ouverts. Et on va dire que son activité de recherche, qui vous montre un peu la pluridisciplinarité de l'ISIR, se situe au croisement de l'informatique, de la biologie et de la robotique. Nicolas. Bonjour, merci à vous d'être ici ce soir. Alors, je vais vous parler d'une thématique de recherche, donc de la thématique de recherche qui m'intéresse. Alors, en pratique, excusez-moi, il faut que je trouve le bon sens sur la télécommande. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la robotique en essaim. La robotique en essaim, on parle de robotique en essaim quand on a plusieurs robots, un grand nombre de robots, alors ça peut être quelques dizaines, ça peut être aussi quelques milliers, qui ont des capacités de calcul relativement limitées, des robots assez simples, et des capacités de communication, d'échange qui sont souvent limitées à des échanges uniquement entre robots quand ils sont assez proches. Alors, il y a beaucoup d'applications qui sont envisagées avec la robotique en essaim. Typiquement, le fait de construire collectivement des bâtiments, le fait de faire de l'exploration collective, le fait de faire de la recherche de ressources. Toutes ces applications, elles sont pour l'instant étudiées dans les laboratoires, mais pas forcément développées dans le monde réel. Il s'agit clairement de quelque chose dont on pense que ça va se développer dans les dizaines d'années qui viennent, mais qui pour l'instant a principalement un intérêt dans les laboratoires. Alors, ce que je vais faire, alors aujourd'hui on est ici pour une thématique qui est autour de robotique et société. Moi je vais essayer de vous montrer un petit peu quelles questions on se pose, comment est-ce qu'on les résout, vous montrer en fait le point de vue recherche qu'il y a derrière la robotique en essaim. L'intérêt, c'est que vous allez voir un peu comment ça se passe et on reviendra un petit peu sur le côté robotique et société à la fin de cet exposé. Alors, quand on s'intéresse à des robots en essaim, donc une source d'inspiration qui vient immédiatement à l'esprit, en tout cas pour nous, c'est le fait de regarder du côté de la nature. On considère des robots qui sont assez simples, qui communiquent les uns avec les autres et qui vont s'organiser ensemble pour accomplir des tâches collectivement, alors même que chacun de ces individus n'a pas conscience de la configuration globale de la population des robots qui l'accompagnent. Et ça, on peut le trouver dans la nature. Alors là, vous voyez deux images qui sont pas des robots. Hein. À gauche, vous voyez des étourneaux, où on sait que les étourneaux se déplacent en flottille dans l'espace, en nuée d'oiseaux. Quand un étourneau change de direction, tous les autres étourneaux essayent de changer d'orientation pour aller dans la même direction, ce qui permet de voir ces grands balais d'oiseaux qu'on voit parfois, en particulier à l'automne, et que je suis sûr que vous avez tous vu. Un autre exemple, c'est celui qui est donné par les fourmis ici, où les fourmis peuvent faire des ponts vivants, en plus aussi d'aller chercher de la nourriture collectivement, de construire des nids. Alors les ponts vivants,
on voit des fourmis qui essayent de franchir un obstacle et qui vont essayer de fabriquer un pont. Et chaque fourmi, comme chaque étourneau, en fait, va réagir par rapport à ce qu'elle perçoit autour d'elle. Et typiquement pour ces fourmis, les fourmis vont passer sur le pont. Si le pont n'est pas assez solide, s'il est un petit peu flexible, elles vont rester sur le pont pour le consolider, ou alors elles vont continuer pour aller d'un autre côté, de l'autre côté, continuer leur chemin. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est que nous avons des comportements individuels, et c'est ce qu'on a aussi avec nos robots. Alors, les robots qu'on utilise, ça ressemble typiquement à ça. Alors ça, ce sont des robots qu'on utilise à Lisière, où, alors, vous ne laissez pas impressionnés par la taille, ce sont des robots qui font 3 cm. Ils sont très petits, hein, ils tiennent dans ma main, 3 cm et demi de haut, 3 cm et demi de large. Et comme ces animaux qu'on a vus précédemment, ces robots communiquent uniquement avec leurs voisins quand ils sont assez proches les uns des autres. Ils sont capables d'un certain nombre de calculs, mais leurs capacités de calcul sont limitées aussi par le fait qu'on ne peut pas embarquer des ordinateurs très, très puissants. Et la question qu'on se pose immédiatement, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir programmer ces robots. Et pour programmer ces robots, la difficulté, c'est que souvent, on va programmer ce qu'il doit faire. Alors là, typiquement, dans ce cadre, dans ce robot-là, ce que vous voyez en haut, ici, ce sont des petits moteurs. Alors ça, ce sont des petits vibreurs, et c'est un petit peu la même chose que vous avez dans vos téléphones portables. Alors il y a plusieurs types de robots, hein, mais ceux-ci ont des vibreurs. Et en vibrant, ces robots vont faire vibrer en fait toute la structure et avancer parce qu'il y a des brosses à dents dont les poils sont légèrement inclinés et ils vont pouvoir avancer tout droit. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer une vidéo qui va vous montrer un petit peu l'environnement dans lequel on travaille, qui va vous montrer ce robot-là dans une expérience qu'on appelle de phototaxi. La phototaxie, c'est le fait d'essayer de se rapprocher de la lumière. Alors, quand on a un collectif de robots, le but, c'est que les robots s'assemblent près de la lumière et ils restent parce que c'est une source d'énergie ou parce que simplement, c'est la tâche qu'on avait fixée, nous, en tant qu'utilisateurs. Alors, ce qui est important dans cette vidéo, et que je le dis tout de suite, c'est que dans tout ce que vous allez voir, on donne l'ordre à nos robots d'aller tout droit. C'est-à-dire qu'on met un ordre sur les deux moteurs, sur les deux vibreurs, de vibrer à la même fréquence, ce qui fait que vibrant à la même fréquence, on s'attend à ce que les robots aillent tout droit. Cependant, ce n'est pas ce que vous allez observer. Vous allez voir qu'en fait, nos robots tournent et vont rebondir sur des murs, vont rebondir les uns sur les autres. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait attendre. Alors, pour commencer, voici une petite vue du laboratoire. Vous voyez aussi d'autres robots qu'on utilise. Donc, ces robots, vous les voyez ici, ils tiennent dans ma main. Ce sont des robots qu'on achète dans le commerce, qu'on enchâsse ensuite dans des blocs qu'on a imprimés en 3D, sous lesquels on a collé ces têtes de brosse à dents. On les programme par infrarouge, puis on lance les expériences. Et là, vous voyez déjà que les robots vont se déplacer et pas forcément tous faire le même type de comportement. Alors, on fait aussi des simulations. Et ces robots vont s'arrêter quand ils s'approchent de la lumière. Alors, regardez maintenant ce robot qui est là. Vous allez voir un robot qui oscille, qui est contre le mur, et qui, à la scène d'après, à la séquence d'après, va sortir en fait de ce mur. Alors qu'il est censé aller tout droit, on va avoir simplement par les effets de la morphologie, par les interactions physiques avec le mur, un robot qui va s'échapper de quelque chose où s'il allait vraiment tout droit, d'une situation où s'il allait vraiment tout droit, il ne pourrait pas s'en échapper. Là, vous voyez, là, il vient de s'échapper, c'était celui-ci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit ça, nous, on en déduit plusieurs choses. Déjà, on est très intéressé par le fait qu'il se passe des choses complexes, alors même qu'on n'a pas forcément mis de programme très compliqué. On a un gain qui est simplement donné par la morphologie et par la physique de l'environnement. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut exploiter ces comportements qui sont donnés gratuitement par l'environnement. La deuxième chose, c'est que quand on voit ça, on peut ensuite écrire des équations qui vont être des équations de mouvement, des équations qui viennent de la physique, pour essayer d'expliquer pourquoi ce qu'on a vu s'est passé. Mais ces équations, bien sûr, on ne peut les écrire que quand on a observé les comportements. Et on ne peut pas les avoir avant de lancer nos robots, et donc de les utiliser pour programmer nos robots en connaissance de exactement leurs interactions avec l'environnement. De plus, même si on connaît ces équations, c'est pas forcément facile de savoir comment est-ce qu'on va les exploiter pour accomplir une tâche. Et ça pose une autre question, ça repose en fait la question de la programmation de ces robots, mais maintenant avec un élément supplémentaire qui est que les interactions physiques de ce robot avec l'environnement et avec les autres robots ne sont pas simples à capturer. Alors,
quand on regarde des fourmis, quand on regarde des étourneaux, il y a un processus d'évolution qui s'est passé. Les étourneaux, les fourmis, les animaux en général bénéficient de millions, de centaines de millions d'années d'évolution. Et c'est pour ça que ces morphologies sont si bien réglées, avec des comportements qui sont tout à fait adaptés avec ces morphologies, qui permettent de garantir la survie de ces individus. Alors évidemment, nos robots ne sont pas capables de réplication, de reproduction. On ne peut pas les faire évoluer. Il y a aussi des questions d'échelle de temps. Par contre, dans le vivant, on peut à nouveau se retourner vers le vivant et on a aussi une source d'inspiration. C'est-à-dire que dans le vivant, vous le faites, moi aussi, enfin collectivement en tant qu'humain, mais aussi de nombreuses espèces font de l'apprentissage social. L'apprentissage social, l'idée, c'est qu'une innovation qui va être découverte par un individu va pouvoir se diffuser dans l'ensemble d'une population. Et là, je vous donne 2 exemples. Alors, à gauche, vous voyez un petit singe capucin qui apprend à taper sur une noix pour accéder à la nourriture. Et ça, c'est un geste qui est transmis d'individu à individu, des parents vers les enfants, mais aussi entre congénères dans cette espèce-là. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est celui des mésanges. Donc là, c'est une mésange bleue. On a observé au début du XXe siècle en Angleterre que ces petits animaux tout à fait gentils avaient réussi à découvrir comment ouvrir les opercules des bouteilles de lait. Les bouteilles de lait qui étaient laissées par les laitiers le matin sur les pas de porte des maisons. Et cette innovation qui a été découverte par des mésanges dans le sud, principalement de l'Angleterre, au fur et à mesure des années, on a vu qu'elle s'est diffusée. Et là, on est sur des échelles de temps, d'années, qui sont trop courtes pour l'évolution. Et on observe vraiment un exemple typique de diffusion d'une innovation par apprentissage social sur la population des mésanges en Angleterre. Alors maintenant, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on va faire ça sur robot? Alors, pour vous montrer ce que ça signifie sur de la robotique, sur un essaim de robot, je vais vous montrer un petit exemple où on va prendre 2 robots, Plic et Ploc. Donc Plic est à gauche en bleu et Ploc est à droite en jaune. Et ces robots ont chacun une stratégie comportementale. Ils bougent d'une certaine manière. En plus de cela, ils peuvent communiquer les uns avec les autres. Alors ça, c'est vraiment tiré des robots que je vous ai montrés tout à l'heure. Ils communiquent à 1 ou 2 diamètres de distance par rapport à leur propre diamètre. Et quand ils se rencontrent, ils peuvent échanger des informations, typiquement, expliquer à l'autre comment est-ce qu'ils font. On va rajouter des pommes, que je vais mettre en rouge ici. Et la tâche qu'on va observer, c'est il s'agit pour ces robots de ramasser le plus de pommes possible. C'est ce qu'on appelle une tâche de fourragement. C'est très classique dans le vivant. C'est aussi une tâche qui peut s'apparenter à quelque chose de très utile en termes de tâches à accomplir par un essaim de robot. Et là, on va donc compter le nombre de pommes qui ont été ramassées par chaque robot. Et puis en plus de ça, on va rajouter quelques robots. Alors l'environnement est beaucoup plus grand, donc on peut imaginer qu'il y a beaucoup plus que 5 robots. Mais là, on va regarder quelques robots gris pour compter le nombre de rencontres qui ont été faites par nos robots Plic et Ploc et regarder quels sont leurs comportements par rapport à ses voisins. Alors on va lancer la simulation. On observe que nos robots se déplacent dans l'environnement et ils peuvent prendre des décisions en fonction de ce qu'ils voient, si c'est un autre robot, si c'est une pomme. Et très rapidement, on voit que les robots, alors le robot bleu a déjà ramassé une pomme, le robot jaune n'en a pas encore ramassé, mais il va en ramasser. Le robot jaune aussi a rencontré d'autres robots, le robot bleu va en rencontrer. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'ici, le robot jaune, quand il voit un autre robot, il change de direction, il se rapproche de cet autre robot. Alors que le robot bleu, lui, se préoccupe pas tellement de ce côté social. En fait, il ignore les autres. Par contre, quand il voit un objet à ramasser, il va vers cet objet à ramasser. Et au bout d'un certain temps, là, on va arrêter la simulation parce que c'est suffisant pour cet exemple. Ce qu'on observe, voilà, merci. Ce qu'on observe ici, c'est qu'on a 2 stratégies très différentes où on pourrait dire que par rapport à la tâche, le robot bleu, le Plic, est plus efficace et plus performant. Il a réussi à ramasser plus d'objets, donc il a un meilleur score de notre point de vue. Par contre, le robot jaune, lui, il a été beaucoup plus social. Il a réussi à échanger, à propager sa stratégie comportementale, à l'expliquer à beaucoup plus d'autres robots et éventuellement en apprendre plus souvent, à apprendre plus des autres robots. Et en réalité, quand on fait de la robotique en essaim, on est intéressé par ces 2 choses. C'est pas simplement la performance qui nous intéresse. Un robot qui fait une belle innovation qui va lui permettre d'être très efficace pour ramasser des objets, c'est bien, mais si la personne à qui parler, il va être tout seul et il ne va pas faire bénéficier notre essaim de robot. L'autre robot qui, lui, en rencontre de nombreuses personnes, va pouvoir diffuser sa stratégie de manière plus efficace. Mais s'il diffuse une mauvaise stratégie, bien sûr, ce n'est pas très intéressant. Et quand on fait de l'apprentissage social dans la robotique en essaim, on s'intéresse à améliorer à la fois notre capacité à résoudre la tâche, mais aussi à propager la manière de le faire dans la population.
Et ça, c'est quelque chose, quand on commence à s'intéresser à ces systèmes-là, qui sont en gros de l'apprentissage social, c'est la dynamique de la diffusion d'une information et l'innovation sur ces informations. On s'intéresse, et là je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais à beaucoup d'autres problèmes comme la sélection de partenaires, la coopération mutualiste, la division du travail. Et quand on les met dans un environnement qui est contraint par ce diamètre de communication locale, ça pose des questions qui sont très intéressantes. Alors, ce que je voudrais que vous reteniez, ce que j'espère que vous retiendrez de cette présentation, il y a 2 messages qui correspondent à ces 2 parties de la présentation. La première partie, c'est que l'intelligence ou le comportement, là je mets intelligence entre guillemets, c'est le produit à la fois de la morphologie et du cerveau, pas simplement de la programmation. Le type de robot qu'on va utiliser, leur morphologie vont radicalement changer le comportement observé, et parfois agir contre nous, et d'autres fois nous donner des possibilités de résoudre des problèmes qui sont a priori difficiles à résoudre si on ne faisait que de la programmation. Dans la deuxième partie, je vous ai parlé d'apprentissage social. Et là, on peut retenir qu'apprendre collectivement, c'est le fait d'innover, qui peut être le fruit d'un individu ou de quelques individus, et le fait de diffuser cette innovation à travers la population. Alors, ce que j'ai dit là, ça concerne la robotique en essaim, mais en réalité, l'innovation et la diffusion, le fait que le corps et le cerveau soient en interaction pour notre comportement, c'est quelque chose qui est tout aussi vrai dans le vivant. Et ça, pour nous, c'est très important parce qu'il y a une forme de cercle vertueux entre l'étude du vivant et la conception de systèmes artificiels. C'est-à-dire qu'en regardant du côté du vivant, moi, en tant que chercheur en robotique en essaim, je vais avoir des inspirations que je vais pouvoir implémenter sur mes robots. Et en même temps, en faisant cela, je fabrique des algorithmes qui vont permettre de simuler des dynamiques d'apprentissage social et des aspects d'interaction entre particules qui vont permettre aussi de tester des hypothèses qu'on peut avoir sur le vivant. Et là, on va revenir sur le vivant en offrant un outil qui va être complémentaire de la modélisation mathématique, mais aussi de l'observation du vivant et qui nous permettent en fait de vraiment revenir vers notre source d'inspiration. Merci à vous. Je vais passer la parole. Je te laissais profiter des applaudissements. Merci. Ouais, qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Alors, comme Stéphane l'a dit en introduction, moi je m'intéresse maintenant, ça fait une vingtaine d'années, à la robotique pour la chirurgie. Et donc, évidemment, quand on est confronté au domaine médical, les questions d'éthique, elles arrivent assez vite. Les questions de recherche clinique, c'est-à-dire si on veut que notre dispositif sorte du laboratoire et aille pour de vrai dans un bloc chirurgical et serve pour de vrai à un patient ou à un chirurgien, une chirurgienne, se pose plein de contraintes réglementaires qui sont là pour le bien des patients. Donc il est très important de s'y confronter. Et je me suis dit au début, je vais vous parler de ça. Ça me paraissait pas très dynamique, pas très rigolo, mais en même temps, c'est assez central dans mon activité. Et j'ai commencé à chercher des images. Et là, je me suis aperçue que la question, c'était pas celle-là. La question, c'est quelle est la place du robot quand on parle de robotique médicale. On parle de chirurgie robotique, on parle de chirurgien ou chirurgienne robotique. Et c'est pas si évident que ça, puisque en fouillant dans les banques d'images avec ce mot-clé, chirurgie robotique, la première que j'ai trouvée, c'est celle-là. Ah, je me suis dit, waouh, c'est loin de ce qu'il y a dans mon laboratoire. Donc là, c'est un bloc opératoire qui ressemble plutôt à un bloc opératoire classique, mais le chirurgien, la chirurgienne est assez transformé. Encore mieux, j'ai trouvé celle-là. Alors là, c'est un chirurgien robotique qui commande un robot qui opère un patient. Là, on est encore un peu plus loin. C'est vraiment, du coup, je me suis vraiment cette question de à quoi sert le robot, quelle est sa place au bloc chirurgical, sur quoi je suis en train de travailler quand moi je fais de la robotique médicale. Autre image que j'ai trouvée très surprenante, c'est celle-ci, qui laisse entendre que le scalpel, qui n'est pas vraiment un instrument très moderne, est parfait. Ce qu'il faut corriger, c'est le bras du chirurgien, manifestement. Il est inutile de travailler sur les outils du chirurgien. Ce qu'il faut changer, c'est le chirurgien, la chirurgienne. Donc tout ça m'a fait radicalement changer ma présentation. Je me suis beaucoup éloignée des questions réglementaires et d'essais cliniques.
Alors si maintenant on revient un peu à la vraie vie, qu'est-ce qui existe pour de vrai au bloc opératoire? Des robots, il y en a de plus en plus. Il y en a un, c'est la star de tous les robots, il s'appelle le robot Da Vinci. Et la question qui se pose avec ce robot, c'est il est au service de qui? Alors, je vais faire un petit pas en arrière et revenir. Donc, ce robot, il sert dans une chirurgie qu'on appelle mini-invasive. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir tout le ventre, on va faire des petites incisions, passer des instruments, une caméra, et puis faire les gestes. Donc, vous voyez le chirurgien qui est dans une posture très sympathique, comme ça, pendant quelques heures pour opérer. Vous pouvez essayer de faire vos lacets avec des baguettes chinoises. Vous allez voir, c'est pas facile. Donc les gestes sont difficiles, la posture est compliquée. Mais évidemment, pourquoi on pratique cette chirurgie? Bien parce que pour le patient, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que les incisions sont plus petites, le temps de recouvrement est plus rapide. Et donc, les premiers robots, ou en tout cas le robot Da Vinci, il a comme objectif de redonner de la dextérité et du confort aux chirurgiens. Voilà, donc dans ce robot, donc le robot Da Vinci, c'est ce qu'on appelle un robot téléopéré. Vous avez le chirurgien qui est dans une console à l'écart du patient, et puis vous avez un robot ici qui a 4 bras, qui va manipuler des instruments de chirurgie qui, eux, sont insérés à l'intérieur du patient. Alors, évidemment, vous voyez que le chirurgien, dans cette position-là, a retrouvé du confort, bien mieux que dans la posture précédente. Donc, ça paraît plutôt bien. Donc, ce robot, il doit aider la chirurgie. Alors, quand on regarde de l'autre côté, du côté de l'équipe médicale, le confort n'est pas tout à fait le même. Parce qu'il faut se positionner autour du robot. C'est le robot qui va être placé autour du patient. Il faut essayer de ne pas se prendre un coup du bras du robot dans la tête. Il faut se positionner comme on peut autour. Et par ailleurs, eh bien, le chirurgien, il n'est pas là, puisqu'il est dans sa console à distance. Donc il y a des problèmes aussi de communication qui apparaissent au sein de l'équipe médicale et qui sont pas faciles à appréhender et qui nécessitent un vrai changement de la façon de travailler de l'ensemble de l'équipe médicale. Alors, on se positionne en concurrent de Da Vinci, en toute modestie. Quand on aura fait autant de patients qu'il en est fait avec Da Vinci, on sera content, on sera fiers de nous. Mais voilà. Donc, à l'ISIR, on a développé un robot qui s'appelle Achille et qui est vraiment pensé comme un assistant à la gestuelle du praticien. Donc, au lieu d'être un robot de télémanipulation, c'est-à-dire que le pilote est éloigné de l'objet qu'il commande, on a décidé d'adresser plutôt ce qu'on appelle la co-manipulation. Donc, vous voyez ici un instrument de chirurgie qui est inséré dans un patient, qui est manipulé par le chirurgien ou la chirurgienne. Et notre proposition, c'est de venir ajouter un robot qui va lui aussi manipuler, donc être attaché à l'instrument, comme la main est attachée à l'instrument, et qui va lui aussi manipuler l'instrument de chirurgie. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est le résultat d'une manipulation conjointe entre le praticien ici et le robot. Donc toute la question qui m'intéresse moi en recherche, c'est de savoir comment on fait pour que cette co-manipulation soit meilleure que le robot tout seul ou que le chirurgien tout seul. Donc comment on interagit, comment cette interaction physique entre les deux manipulateurs peut donner un geste plus précis, plus rapide, avec moins de tremblements, etc. Alors voilà à quoi ça ressemble dans le labo. Je ne vais pas montrer d'image au bloc, je suis restée sage. Donc nous avons un robot qui tient la caméra, un robot similaire qui va tenir un instrument. Vous avez un écran qui vous permet de visualiser ce qui se passe à l'intérieur du patient. Le patient, c'est cette belle boîte en plastique, donc, où vous pouvez manipuler
En même temps que les robots, vous pouvez lâcher les instruments, vous pouvez avoir des informations, des guides qui vont se créer pour atteindre des positions que vous avez définies. Voilà. Donc c'est ce genre de fonctions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Donc là, on va pouvoir manipuler la caméra de façon à ce qu'elle suive de façon automatique les instruments pour qu'ils soient toujours visibles, etc. Donc voilà le dispositif sur lequel on est en train de nous travailler. Alors, j'ai dit que j'étais restée très sage. Je vous ai montré quand même qu'on sort du laboratoire, donc on travaille avec des chirurgiens. C'est pas un patient, c'est un cochon. Enfin, c'est un genre de patient qui est donc notre robot ici, Achille, qui est manipulé par un chirurgien qui travaille à l'Institut Montsouris, qui est Brice Gaillet. Donc c'était juste pour vous montrer qu'on va vraiment jusqu'à la validation, l'utilisation de ces dispositifs vers le bloc opératoire et vers des entreprises qui font un transfert de technologie. Donc on espère que ça sera commercialisé. Alors, juste pour terminer, je voulais vous montrer cette image, une dernière image. Alors celle-ci, elle a été faite c'est une photo qui a été prise par Miguel Romero, qui est un ancien doctorant du laboratoire. Et donc sur la photo, vous voyez un ensemble d'anciens doctorants et post-doctorants de l'ISIR qui reproduisent un tableau que vous connaissez peut-être, qui est la leçon de chirurgie, pour soigner un robot humanoïde qui est iCube. Dans les présentations précédentes, vous avez peut-être vu Serena Ivaldi parler de robotique humanoïde dans les séminaires Futurobo précédents. Et donc c'est pour vous montrer que tous ces robots, évidemment, tous ces travaux, je ne les fais pas toute seule. Je les ai faits avec une partie de ces étudiants-là, puis bien d'autres encore depuis, puisque ça fait quand même très longtemps qu'on travaille sur ces dispositifs. Et donc, je voudrais remercier tous ceux avec qui on travaille. J'en profite tant que je suis là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marie-Aude. On a peut-être quelques minutes pour prendre des questions avant de passer à la table ronde. Je vais peut-être commencer juste avant que le robot Achille remplace le robot d'Avinci. Il y a combien de robots d'Avinci à peu près en France ou dans le monde? Que tu as une idée? C'est juste pour situer un chiffre. Non, j'ai pas de chiffre. Mais c'est en centaines? Non, c'est en centaines, oui, largement. C'est juste pour que les gens se rendent compte que c'est quelque chose. Non, mais il y a des milliers et des milliers d'interventions qui sont faites avec le robot d'Avinci. C'est vraiment rien qu'à la php.su, je crois qu'il y en a 4. Enfin, rien que dans nos partenaires hospitaliers, je crois qu'il y en a 4. Donc, donc c'est longue vie à Achille qui va bientôt le dépasser. Bien sûr. Voilà. Maintenant, on peut prendre quelques questions. Alors, comme toujours dans ce genre de moment, déjà, on ne voit pas beaucoup, pour ne pas vous cacher, on a la lumière dans les yeux. Mais faut que quelqu'un commence. On va prendre une ou deux questions, profitez-en. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. Pour Achille, je voulais savoir... sur quoi vous avez travaillé? Sur le tremblement de la personne? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, il a plusieurs fonctions possibles. La première fonction, c'est de ne rien faire. Puisque la première fonction, c'est de ne pas gêner celui qui manipule. Et c'est très difficile. Ça nous a pris beaucoup de temps d'arriver à ça. Ensuite, une fois qu'on sait ne rien faire, on peut ajouter effectivement du filtrage de tremblement. On peut ajouter des fonctions de blocage. C'est-à-dire on va lâcher et ça va maintenir les instruments en place. Ça, c'est une fonction qui est assez demandée par les chirurgiens. Sur des interventions qui sont très très longues, rester dans des positions comme ça, de temps en temps, on a juste besoin de relâcher, d'attraper un autre instrument, de regarder de plus près une image, etc. Et puis, on peut aller vers des fonctions de guidage. Donc, si vous avez, par exemple, une cible à atteindre qui est définie dans une IRM ou quelque chose comme ça, vous pouvez connecter cette image au robot qui va vous guider, vous attirer vers cette cible. Mais le robot, il n'est pas plus fort que vous, donc il ne vous donne qu'une indication. Vous êtes libre de la suivre ou de ne pas la suivre. C'est ce que tu appelles la comanipulation. C'est la comanipulation. Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire avec la comanipulation. Voilà. Oui, j'ai une question pour le premier intervenant. À un moment, vous avez parlé, lorsque vous commentiez les ponts vivants des fourmis,
vous avez indiqué que quand une fourmi sent que le pont n'est pas assez solide pour passer, elle s'arrête et ça consolide le pont. Et mais j'ai peut-être mal entendu, que vous disiez que la fourmi, elle a une sorte d'instinct de survie. Mais la question que je pose, c'est est-ce que c'est la survie de l'individu ou c'est la survie de la collectivité? Alors, déjà, je ne suis pas spécialiste de fourmis. Il y a des dizaines de milliers, enfin 25 000 espèces de fourmis. Ensuite, cette question, elle résonne quand même avec des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'elle pose la question de la relation génétique qu'il peut y avoir entre les individus, la parenté. Et chez les fourmis, sans être spécialiste, bien sûr, on sait que la parenté joue un grand rôle. Et en même temps, la parenté qui n'est pas totale joue aussi un rôle dans la compétition entre les fourmis. Alors, il est clair que quand les fourmis vont se sacrifier pour défendre d'autres fourmis, il y a une notion de coopération par le sacrifice parce que l'évolution a amené à une situation où il est intéressant pour la survie de l'espèce qu'un individu se sacrifie. Il faut voir que les fourmis, il y a très peu de... Enfin, les fourmis guerrières ne se reproduisent pas. Les fourmis qui vont former des ponts ici non plus. Alors, c'est une question où là, effectivement, chaque fourmi individuellement agit pour le bien collectif. Voilà, c'est la réponse courte à votre question. Merci Nicolas. C'était pour savoir, est-ce que si on fait pour le robot Da Vinci par exemple, si on fait un mouvement trop brusque, est-ce qu'il est capable de bloquer l'utilisateur pour pas que le bras aille trop loin et du coup, si ça le fait, est-ce que du coup le mouvement qu'on fait il doit être très très fort ou pas? Est-ce que si on fait un mouvement trop brusque, du coup à l'intérieur du patient, ça risque de causer des problèmes? Alors, je ne crois pas que le robot Da Vinci fasse autre chose que de répliquer ce que fait le chirurgien. Alors, avec une démultiplication des gestes, donc le chirurgien, quand il fait un grand mouvement, ça produit un tout petit mouvement sur le Da Vinci. Par contre, le robot Da Vinci, il obéit strictement à ce que fait le praticien. Donc, si le praticien fait n'importe quoi, même sans robot, c'est pas terrible pour le patient. Et avec robot, c'est pas terrible pour le patient non plus. Ok, ça marche. Merci. Je vous propose qu'on s'assoie, Raja. Puis on va passer à la table ronde. Voilà. Hop. Voilà. N'importe où. Hop. Alors. Le principe, c'est d'avoir une petite discussion autour des grandes questions de robotique et société, d'où effectivement l'enjeu de ce débat. Et il avait été placé dans robotique et société et aussi robotique et intelligence artificielle. Et donc la première question qu'on a pensé traiter et travailler, c'est quels enjeux sociaux ou éthiques la robotique et l'intelligence artificielle soulèvent-elles? C'est vraiment une question assez large, sachant que l'intelligence artificielle est souvent vue aussi comme une partie dans la robotique comme une partie de l'intelligence artificielle. Raja, comment tu pourrais aborder ça pour l'expliciter aux personnes qui sont ici? Oui, alors c'est une vaste question, donc heureusement qu'on a 3 heures. Voilà. On avait dit plus, hein, mais bon. On parle d'intelligence artificielle. Vous entendez beaucoup parler d'intelligence artificielle dans la presse, par exemple. On parle de robotique. Quelle est la différence finalement? Il faut dire que à l'origine, le domaine scientifique qui a été créé en 1956 s'appelait intelligence artificielle. Et l'objectif de ce domaine scientifique, c'est d'essayer de simuler l'intelligence humaine, sans définir l'intelligence humaine. On ne sait pas ce que c'est. Les robots, en même temps, pratiquement à la même époque, n'existaient pas, sauf dans la science-fiction, les romans d'Asimov, par exemple. Les tout premiers robots qui n'avaient pas le nom de robot, ils l'ont reçu ensuite au début des années 60 pour des objectifs de marketing plutôt. C'était des robots qui n'avaient pratiquement aucune intelligence. C'était des machines qui étaient développées pour faire des gestes répétitifs
Et la particularité, c'est que ces machines étaient programmables. C'est-à-dire qu'on pouvait, une même machine, lui faire plusieurs choses. Et ces gestes étaient essentiellement de la soudure, de la peinture dans les usines automobiles de General Motors dans le New Jersey. Et ensuite, les deux domaines se sont rencontrés à travers des projets de recherche qui visaient à essayer de, finalement, réaliser les fonctions de l'intelligence, c'est-à-dire l'apprentissage, le mouvement dans un environnement inconnu, planifier des actions dans le futur, par une machine physique, qui est le robot. Et c'est comme ça que, finalement, la robotique intelligente est née. Et on a aujourd'hui toujours de la robotique, je dirais, non intelligente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de robots qui font des gestes répétitifs, programmables, dans les usines automobiles en particulier. Donc ça n'a pas fondamentalement changé. Alors, quelles sont les questions éthiques, pour focaliser sur la question et non pas sur le sujet passionnant scientifique lui-même? Quoique, une petite parenthèse, quand on fait de la robotique, comme vous avez constaté avec mes deux camarades là, on se pose énormément de questions pour essayer de comprendre comment ça peut marcher. Parce que qu'est-ce que c'est finalement qu'un robot? C'est une machine physique, qui a des capteurs, donc elle perçoit son environnement, elle a des actionneurs, des moteurs, donc elle agit dans et sur son environnement. Et puis entre les deux, il y a du calcul, et ce calcul, c'est ça l'intelligence, qui va finalement associer la perception à l'action, mais d'une manière qui ne soit pas répétitive, qui ne soit pas systématique, donc qui contienne un peu d'intelligence. Et donc le schéma vers le vivant est tout de suite donné, et c'est ce qu'a présenté Nicolas. Le vivant, on peut le décrire un peu sommairement et de manière très réductrice avec ce que je viens de dire. C'est une entité qui associe la perception, l'action, avec une prise de décision qui peut être plus ou moins complexe. Et donc, si on essaie de construire un robot, on va se poser des questions sur le vivant, sur les êtres humains. Et donc là, on est parti dans toutes les directions. Et c'est ça qui est passionnant avec la robotique. Mais on se pose aussi des questions philosophiques. Parce que qu'est-ce qui différencie finalement les êtres vivants des machines? Est-ce qu'on est réductible à ces algorithmes qu'on conçoit et qu'on fait tourner sur les machines? Et c'est un débat, à vrai dire. Il y a des gens qui pensent que oui. Après tout, nous sommes des êtres matériels, donc tout ce qui tourne dans notre cerveau, c'est des processus physico-chimiques qui peuvent être modélisés. Et puis, il y en a qui pensent que non, c'est-à-dire que bien que l'on soit des êtres matériels et avec des processus physico-chimiques, ce n'est pas réductible stricto sensu à des processus algorithmiques. Donc déjà, la première question éthique, c'est la question qui est liée à qu'est-ce qui différencie un être humain d'un autre être vivant, et en particulier aussi, qu'est-ce qui différencie un être humain, pour ce qui concerne, d'une machine dotée de ces capacités-là. Et donc, la première question, c'est finalement, quand on parle d'humain, de dignité humaine, qui est quelque chose de très indéfinissable, mais qui est une qualité, finalement, une valeur associée à chaque être humain. Est-ce qu'on peut l'associer à la machine? Donc, première question, c'est la dignité humaine, finalement, qui est posée. Maintenant, je vais aller dans une question beaucoup plus pratique, c'est les emplois. Parce que, est-ce que, comme l'a montré cette image, on va éliminer le chirurgien, on va garder le scalpel et mettre un robot derrière? Est-ce que l'essaim qu'a montré Nicolas et la multitude des robots on trouve, si vous allez dans un site de Amazon, il y a des centaines de robots petits comme ça qui transportent des étagères partout sur le site qui amènent les robots vers des êtres humains qui vont prendre les paquets puis les empaqueter pour vous les expédier si vous utilisez Amazon. Donc le remplacement finalement des êtres humains dans leur emploi, l'automatisation que permet la robotique. Ça, c'est une deuxième question. Évidemment, je ne vais pas répondre à ces questions maintenant, parce qu'on a dit qu'on n'avait pas 3 heures. C'est une deuxième question. Il y a une troisième question qui est liée au fait que, à partir du moment où on introduit cette
automatisation, cette robotique dans notre environnement, on va interagir avec elle. Donc il y a des robots interactifs, des robots qui peuvent peut-être assister les personnes âgées, les personnes handicapées. Quelle relation se crée entre une machine et un être humain? Est-ce qu'il y a de la dépendance, de l'attachement? Est-ce que pour que cette relation se crée mieux, faut-il que les robots reconnaissent nos émotions et faut-il qu'ils en expriment pour que la communication s'améliore? Certaines recherches qu'on appelle robotique affective ou calcul affectif traitent de ce sujet-là. Mais il y a une question bien sûr éthique qui est posée sur le fait que est-il acceptable finalement de faire exprimer des émotions par des machines, c'est-à-dire de faire croire qu'elles éprouvent, ces machines, elles éprouvent ces émotions, et parce que l'utilisateur qui n'est pas vraiment au courant va effectivement se mettre à croire ça. Et peut-être des mécanismes d'attachement qui vont se créer. Une autre question, je vais m'arrêter là-dessus. Il y a des usages multiples de ces robots. On a parlé de l'industrie, on a parlé de la chirurgie, on a parlé de la compréhension du vivant, on a parlé de l'interaction humain-machine. Eh bien, on peut aussi utiliser ces robots pour la guerre. Et il y a un grand débat aujourd'hui qui a lieu depuis quelques années sur ce qu'on appelle les systèmes d'armes létaux autonomes. Donc, c'est des armes létales plutôt, parce que c'est des armes qui... Voilà. Donc, autonomes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des sortes de robots. D'ailleurs, l'expression anglaise parfois utilisée, c'est « killer robots », robots tueurs, qui ont la capacité de sélectionner leur cible et de, finalement, traiter cette cible en termes techniques sans intervention humaine une fois qu'ils sont lancés. Est-il acceptable de développer, d'utiliser de tels engins? Ça, c'est un débat, c'est une question qui pose des questions éthiques, hein, parce que bien sûr, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, mais on voit se matérialiser finalement à travers cette question aussi un certain nombre de sujets sur la légitimité philosophique, hein, qu'une machine sélectionne une cible humaine, mais aussi sur qu'est-ce que ça veut dire que faire la guerre avec des engins comme ça. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas occuper le terrain. Mais voilà, brosser un court tableau de quelques questions qui peuvent se poser. Là, c'était les enjeux évidemment éthiques et sociaux de la robotique. Est-ce que finalement, dans le domaine médical, il y a aussi beaucoup d'enjeux qui sont plutôt juridiques peut-être ou qu'est-ce que ça fait d'amener finalement des robots dans un cadre hospitalier? Alors, j'ai envie de te dire que l'aspect juridique parfois masque les questions plus de fond d'éthique véritable. Donc effectivement, quand on veut aller amener un robot au bloc, ou même sans amener un robot au bloc, simplement aller observer des choses qui se passent dans un bloc, il faut beaucoup de consentement, il faut que tout le monde soit informé, il faut faire passer par des comités d'éthique, de grades plus ou moins compliqués, dans des démarches plus ou moins compliquées. Et parfois, on en oublie presque de se poser la question, celle que je posais tout à l'heure sur le robot Da Vinci. Finalement, c'est bien pour le confort du chirurgien, mais qu'en est-il de la communication au sein de l'équipe médicale? Quel impact ça a sur le reste de l'équipe médicale? Quel impact ça a? Il y a une question que je n'ai pas soulevée sur la formation des chirurgiens, puisque la formation des chirurgiens se fait aujourd'hui beaucoup par compagnonnage. Le chirurgien va donner à son interne, à son apprenti chirurgien, les instruments pendant un court instant sur une petite période du geste. Mais si le chirurgien est en fait tout seul à la console, l'interne y fait quoi? Il n'a plus sa place et il n'a plus sa formation. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qu'on oublie un peu de se poser quand on est trop focalisé par les aspects réglementaires qui sont très importants aussi. Mais qui finalement se résolvent. C'est ce que C'est ce que tu es en train de dire. Nicolas, est-ce que tu pourrais, par exemple, nous citer quelques cas d'application pour ou d'éventuels dans le futur, ou juste pour un petit peu qu'on puisse se représenter? Alors,
Dans ce que j'ai dit, effectivement, j'ai dit que si on considère les aspects apprentissage social, on est beaucoup encore en laboratoire. Maintenant, Raja a cité une application qui sont ces entrepôts Amazon. Donc, c'était une entreprise qui s'appelle Ekiva, qui dans les années, au début 2010, a travaillé avec Amazon, a été rachetée ensuite, si je me souviens bien. Il s'agit d'une forme de robotique collective. C'est pas forcément de la robotique en essaim, où un ensemble de robots se déplaçaient dans un entrepôt et étaient coordonnés par un ordinateur central qui savait à tout instant où se trouvait chacun des robots. Derrière, là, alors il n'y a pas forcément une bio-inspiration. On a parfois quelque chose qui ressemble à du bio-inspiré, mais qui en fait n'en est pas. C'est un problème vraiment d'ingénierie. En termes de bio-inspiration sur la robotique en essaim, on réfléchit aussi beaucoup en termes de tâches à réaliser. Cette bio-inspiration, elle arrive dès qu'on commence à parler d'auto-organisation. Le fait que plusieurs individus, en interagissant sur une base individuelle, locale, vont collectivement accomplir une tâche. Et ça correspond effectivement à ce que j'ai dit. Alors ensuite, les endroits où c'est utile de faire ça sont pas forcément... c'est pas toute la robotique collective. Un endroit où c'est possible, c'est sur tout ce qui est tâches de monitoring, tâches de surveillance et de prise de mesure. Par exemple, si on veut faire de l'estimation des courants marins ou des courants aériens aussi, on peut tout à fait considérer qu'on va déployer beaucoup de robots qui vont simplement flotter, suivre les courants marins, utiliser parfois des moteurs, mais parfois être simplement passifs pour être portés. Et là, on est sur des robots qui ont des contraintes énergétiques, qui vont communiquer les uns avec les autres, pas forcément s'auto-organiser, mais se laisser porter. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une bio-inspiration au-delà de simplement avoir un système distribué? Ce n'est pas forcément clair. Selon l'application, on va utiliser un outil qui va répondre aux besoins de cette application. Parfois, ce sera bio-inspiré, parfois non. On va continuer. On a toujours cette question, évidemment, qu'on lit dans les journaux. Est-ce que la robotique et l'intelligence artificielle, principalement l'intelligence artificielle, ça pourra un jour dépasser l'être humain? C'est la question que fondamentalement, on peut pas, toutes les semaines, il y a un débat, quelque chose. Et très souvent, quand on est roboticien et qu'on écoute le débat, on est un peu consterné par le niveau du débat, sauf si on a un spécialiste comme Raja, qui peut vous essayer d'expliciter ces choses-là. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour enrichir ce débat? Oui, l'enrichir, c'est le terme. Alors, effectivement, j'avais posé au départ l'idée qu'il y a une comparaison avec l'être humain. Donc, la question est légitime, finalement, de dire mais est-ce que ça va dépasser l'être humain? Il faut bien comprendre que toute l'intelligence de ces systèmes provient d'algorithmes, c'est-à-dire de calculs, de séries de calculs qui ont été soit programmés explicitement par des êtres humains, soit appris, c'est-à-dire finalement programmés d'une certaine façon, mais grâce à l'expérience, grâce à des données d'interaction avec le monde ou à des données qui ont été fournies aux robots. Et ensuite, cet apprentissage ou cette programmation, eh bien, ils vont être confrontés à la tâche réelle que le robot va faire. Et si la tâche réelle est un peu différente de ce qu'il a appris, eh bien, le robot ne servira à rien, ne saura pas faire. Il n'a pas cette capacité d'abstraction. C'est pas le robot, c'est la programmation qu'on sait faire aujourd'hui, n'a pas cette capacité d'abstraction, de généralisation. Il n'y a pas la possibilité de raisonner sur soi-même, comme nous le faisons. Pour arriver à ça, on ne sait pas faire. Donc c'est un sujet de recherche, parce que bien sûr, quand on a des questions, on cherche. On ne sait pas faire, et il n'y a aucun indice tangible, je dirais, disant qu'avec les démarches actuelles, on arrivera au niveau de cette intelligence générale que nous avons, nous, êtres humains. Ça n'empêche pas certains aussi de faire des projections, de dire oui, mais ce n'est qu'une capacité de calcul, ce n'est qu'une question de temps. Et par exemple, il y a la fameuse singularité. Alors, que disent les tenants de la singularité? Ils disent au bout d'un certain temps, comme la puissance de calcul augmente
pratiquement, on appelle ça la loi de Moore, mais ce n'est pas une vraie loi, c'est une loi économico-technique, augmente pratiquement tous les 2 ans, enfin double pratiquement tous les 2 ans, eh bien autour des années, alors les années ont changé avec le temps, parce qu'il y a eu plus ou moins de progrès dans la réalisation des circuits intégrés. Donc au cours des années, et peut-être vers l'année 2045 ou 2049 ou 2062, eh bien, la puissance de calcul égalerait la puissance de calcul du cerveau avec toutes ces neurones. Et donc là, c'est une singularité, puisque à partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle sera aussi capable que l'être humain. Donc le lendemain, elle sera meilleure, parce que le lendemain, elle pourra, elle augmentera. Alors évidemment, enfin de mon point de vue, je dis évidemment, mais certains y croient, de mon point de vue, c'est un non-sens total, parce que d'abord, c'est une confusion entre la capacité d'intelligence et la capacité de calcul. Ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on met ensemble un certain nombre de systèmes qui calculent qu'ils vont calculer dans le bon sens, en quelque sorte. Je peux, par exemple, enlever mon cerveau là et le poser sur la table. La table ne deviendra pas intelligente parce que c'est mon cerveau. Donc, en plus, il faudra que je mette les neurones dans tous les sens. Donc, cette croyance, en revanche, elle amène beaucoup d'argent, à vrai dire, à ceux qui la propagent. Parce que, bien sûr, ça sert aussi à dire il faut financer des travaux qui vont dans ce sens, sans se poser de questions. De mon point de vue personnel, en tant que chercheur, je crois que le paradigme actuel dans lequel nous travaillons, qui est le paradigme algorithmique, qui est ce que fait à la base une machine universelle de Turing, c'est-à-dire ce que fait chaque ordinateur, n'est pas aujourd'hui capable d'évoluer vers un schéma permettant ce que je viens de décrire, c'est-à-dire cette capacité autoréflexive, cette capacité de construire des abstractions, de s'auto-évaluer et surtout d'être autonome. Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie pour les êtres humains? C'est se donner son propre but, son propre objectif. Aujourd'hui, n'importe quel robot, on doit lui dire « bon, tu vas à cet endroit », bien après il se débrouille pour calculer un chemin. Mais le but, il ne l'invente pas. Il peut inventer un sous-but. Je vais avancer par là, puis par là. Et cette capacité de se donner un but, qui est liée à des notions philosophiques comme le libre arbitre, qui est lui-même discuté, etc., eh bien ça, on ne sait pas faire. Le robot ne va jamais sortir de la boîte, comme on dit. Donc, je ne pense pas que personne ne possède d'indice solide dans un sens ni dans l'autre. Mais moi, mon intuition, sur la base de mes connaissances scientifiques, c'est qu'il manque quelque chose pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Très bien. Vous avez peut-être des points à rajouter? Non, on va... Sur cette partie, est-ce qu'on est capable de dépasser? Je pense qu'on partage tous les quatre le même point de vue en travaillant dans la robotique. Donc je pense que c'est tout à fait partagé. Maintenant, on peut prendre quelques questions, quelques remarques ou quelques précisions que vous souhaiteriez. Voilà. Bonjour, merci beaucoup d'être présent. Du coup, sur la dernière intervention, vous êtes Monsieur Raja, ok. Vous avez dit que l'intelligence artificielle, si je me trompe, vous avez dit les robots ne pouvaient pas faire preuve d'intelligence ou se remettre en question, se comporter comme un humain, mais des expériences qui sont décrites par une chaîne YouTube qui s'appelle 2 Minute Papers montrent beaucoup de différentes expériences qui sont des intelligences artificielles qui peuvent jouer à des jeux ou faire différentes expériences, leur montrant qu'ils sont capables d'évoluer de manière intelligente. C'est pas pareil que l'être humain, mais ça, du coup, c'était ma question, ce que vous en pensez. Alors, merci, ça va me permettre effectivement de préciser certains points. Je crois qu'il faut, c'est un débat là aussi, mais il ne faut pas confondre intelligence, je ne sais pas ce que c'est, et calcul, je sais ce que c'est.
Le calcul, ça consiste à faire des opérations qui vont aboutir à un certain résultat qui est recherché. Donc, si on prend les exemples des jeux, vous avez mentionné des jeux, que ce soit le jeu de Go, le jeu d'échecs ou les jeux virtuels où le système doit trouver des solutions qui sont très complexes, entre parenthèses, dans un environnement variable, tout ça, c'est du calcul. C'est-à-dire que, algorithmiquement parlant, on peut définir ou faire apprendre. Faire apprendre, ça veut dire quoi? C'est un autre algorithme de calcul qui va faire des essais-erreurs, par exemple l'apprentissage par renforcement, pour optimiser une fonction objectif. Et la fonction objectif, il ne va pas l'inventer. Elle est définie par la tâche qu'on lui a donnée. Et tout ça, donc, va faire du calcul. Et quand c'est bien programmé, ça va faire des jolis calculs pour aboutir à cette tâche. Mais après, allez lui poser des questions qui demandent un niveau d'abstraction ou des raisonnements qui ne sont pas de l'ordre du pur calcul, parce qu'il s'agira de raisonner, de généraliser, et là, il n'y a plus personne. Donc, attention à ne pas confondre intelligence et calcul. Est-ce que l'intelligence est réductible à du calcul? De nouveau, personnellement, je ne pense pas. Je n'ai pas de preuves, mais c'est mon expérience qui me le dit. Enfin, qui me le souffle, plus exactement. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une autre intervention. Oui, j'aurais voulu vous parler des ordinateurs en réseau. Et justement, qui pourraient avoir la capacité d'abord d'apprendre et d'évoluer. Donc, je ne sais pas justement si ça pourrait permettre... Nicolas, tu veux prendre ça? Oui, je peux. Oui. Sur la puissance de calcul. Alors, sur votre question, moi, par exemple, tout à l'heure, je parlais de robotique en dessin et d'apprentissage social. On imagine des petites entités qui se promènent dans le monde et qui échangent des informations de proche en proche. Quelque chose qui fait ça, c'est le réseau Internet. On a des machines qui sont connectées les unes aux autres dans le réseau Internet, qui est un réseau avec un certain maillage. Ce que fait Internet, c'est programmé de manière explicite. Ces ordinateurs, c'est parce que même s'ils sont en réseau, c'est pas un réseau qui va donner une fonction, c'est pas le réseau qui va donner la fonction. On peut tout à fait imaginer connecter des machines qui font du routage de paquets, comme c'est le cas sur Internet ou les téléphones portables, et puis juste voir en fait un transfert d'informations. Pour que des ordinateurs en réseau fassent plus que ça, ils ne font que ce qu'on leur demande de faire en quelque sorte. Donc si je comprends votre question, c'est est-ce que peut émerger d'ordinateurs connectés en réseau quelque chose qui soit une forme d'intelligence artificielle qui nous échapperait. Là, je pense que je reviendrai sur ce qu'ont dit mes collègues. Ça ne peut pas être si on ne le met pas nous-mêmes, et quand bien même on voudrait le mettre nous-mêmes, on ne saurait pas comment faire aujourd'hui. Ces ordinateurs, le fait de les mettre en réseau ne leur donnera pas d'autonomie. De la même manière que même connecter des neurones, même qu'on cultive, des neurones biologiques les uns aux autres, en sachant pas trop comment les connecter, en les connectant juste comme un paquet, va juste nous donner une sorte de bouillie de neurones connectés les uns par rapport aux autres, et n'émergera pas une fonction naturellement du fait qu'ils soient connectés comme ça. Alors à un moment, il y a des chercheurs qui, dans les années 90, effectivement, pensaient qu'en prenant plein de réseaux de neurones, enfin des grands réseaux de neurones artificiels, émergerait l'intelligence artificielle. Alors je pense que vous connaissez les projets qui ont été faits à l'époque, et ça a été un énorme échec. Et plus ils mettaient de neurones artificiels, et en fait, moins ça marchait toujours aussi mal, en fait, pour simplifier. Finalement, donc, il y a peut-être une réciprocité entre l'ordinateur et l'utilisateur. Et justement, et par le fait de moduler, on pourrait peut-être arriver à une certaine, entre guillemets, morale de l'ordinateur. Donc, une évolution quand même proche de l'homme. Alors, je ne répondrai pas directement à la question, mais ça pose il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que il y a un rôle prépondérant du concepteur, de la personne qui va programmer et concevoir des robots, comme le disait Raja. Si on commence à faire des robots qui sont capables de tirer automatiquement sur des gens, c'est pas le robot qui tire, enfin, très concrètement, oui, c'est lui qui va tirer, mais ce n'est qu'un outil. Derrière, il y a l'intentionnalité d'un concepteur humain. Un robot, ce n'est jamais qu'un outil.
Oui, madame, on vous écoute. Oui, bonsoir. J'avais une question concernant ce qu'a dit Madame Vitrani. Vous avez dit que l'aspect juridique masque les questions de fond et les questions éthiques. Du coup, j'avais une question pour vous trois. Selon vous, quel serait le premier débat qu'on devrait avoir en droit pour pouvoir clarifier la situation, pour que le droit puisse vous aider en tant que chercheur au quotidien à développer des robots qui seraient plus fonctionnels et qui vous aideraient dans vos recherches. Donc il y a plusieurs questions qui se posent, qui sont liées, des questions d'éthique et de philosophie, mais quelle serait la plus importante à traiter en premier, et pour que le droit justement ne soit pas une plaie quelque part et résolve vraiment des questions de fond. Alors déjà, je voudrais dire, c'est pas une plaie. Il est essentiel de se préoccuper des questions d'éthique et de protection des personnes quand on engage des essais cliniques, par exemple, quand on fait de la recherche sur animaux. Ça c'est une contrainte, mais c'est une contrainte qu'on ne cherche pas, à laquelle on ne cherche pas à échapper. Il faut le faire, c'est important. Quelle serait la première question juridique ? Alors, pour m'aider dans mes recherches, je ne sais pas. Une question qui revient très souvent, Raja, tu l'abordes régulièrement, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire, le robot, je ne sais plus qui a posé cette question tout à l'heure, est-ce que le robot est capable d'empêcher que le chirurgien fasse n'importe quoi ? J'ai envie de dire, est-ce que le robot est capable de faire n'importe quoi ? Que se passe-t-il si le robot fait n'importe quoi ? Est-ce que c'est le robot qui est responsable ? Est-ce que c'est l'entreprise ? Est-ce que c'est le concepteur ? Est-ce que c'est le revendeur ? Enfin, qui est responsable ? Alors, moi, j'y connais pas grand-chose. Raja, peut-être tu peux compléter ça, mais j'ai l'impression que c'est la question essentielle en droit. Ouais, c'est exactement... Merci Marie-Aude, parce que la question de la responsabilité, c'est exactement le terme que j'aurais utilisé pour répondre à la question. C'est la responsabilité. Alors, pardon. En fait, la Commission européenne a élaboré une proposition de réglementation sur l'intelligence artificielle. Et dans le langage actuel, dans la Commission européenne, la robotique est incluse dans l'intelligence artificielle. Et c'est c'est en discussion. La démarche, c'est qu'ils font une proposition, ça se discute avec des parties prenantes, tout le monde réagit, n'importe qui peut réagir, entre parenthèses, y compris des particuliers, mais des associations, des industriels. Et ça prend 2 ans pour élaborer quelque chose qui est présenté au Parlement. La démarche de la Commission européenne, c'est une démarche qui est basée sur la notion de risque. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas trop réglementer, ils veulent réglementer les domaines, les applications les plus risquées. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut définir le risque, et puis il faut le cadrer. Pour cadrer le risque, ce que la Commission propose, c'est qu'il y ait un processus de certification. Donc, ça veut dire quoi? Alors, aujourd'hui, la certification existe dans des dispositifs. Par exemple, DaVinci a été certifié parce que c'est un dispositif médical. N'importe quel dispositif médical doit être certifié selon les normes des dispositifs médicaux. Puis arrivent les nouvelles techniques et on va dire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce que dit la Commission, c'est que les certifications, les processus des dispositifs médicaux doivent continuer à s'appliquer, même s'il y a de la robotique ou de l'intelligence artificielle. Et à quoi sert la certification? Elle sert à établir une confiance dans le dispositif. Et deuxième chose, elle sert à établir aussi un processus de responsabilisation. Qui est responsable? Parce qu'il y a le fabricant, c'est lui qui va faire certifier. Et à ce moment-là, une fois qu'il est certifié, il a un peu moins de responsabilité d'une certaine façon, parce qu'il y a une autorité de certification. Mais là, c'est la question de responsabilité à la fin. Est-ce que c'est le chirurgien qui va téléopérer ou qui va co-manipuler? Là aussi, lui aussi, il est certifié chirurgien, entre parenthèses, il est qualifié, plus exactement. Et puis le dispositif est certifié, puis l'interaction des deux peut parfois poser problème. C'est pour ça qu'on l'entraîne et qu'on le qualifie spécifiquement
sur cet outil-là. Donc tout ça, c'est des mécanismes qui doivent être cadrés par la loi. Demain, on va voir arriver des voitures à conduite automatisée, parfois appelées voitures autonomes. Qui va être responsable s'il y a un accident? Le constructeur, la personne qui est dedans, qui n'est plus un conducteur, mais qui se fait transporter, le garagiste qui fait la maintenance, et qui n'est plus un garagiste, parce que maintenant il faut être un data scientist pour faire ça. Est-ce que c'est le vendeur? Donc il y a des questions. Le régime de responsabilité de ces nouvelles entités n'est pas établi. Donc voilà un sujet de réflexion pour les juristes que vous êtes. Merci beaucoup. On a bien entendu la responsabilité. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Faire passer il y a des micros, il y a beaucoup de mains. Donc, alors, on vous écoute. Oui. Bonsoir. Le micro marche? Oui. Oui, d'accord. Oui, c'était pour Monsieur Raja Chatila. Je voulais revenir justement sur la comparaison intelligence robotique, intelligence humaine. On prend généralement un bon exemple, si j'ai bien compris, c'est par exemple on montre une voiture jaune à un robot qui sait reconnaître les voitures jaunes, il saura reconnaître les voitures jaunes. Si on montre une rouge, grossièrement, il ne saura pas la reconnaître. Et d'un autre côté, voilà, plutôt que de comparer l'humain directement à la machine, on ne pourrait pas comparer déjà les animaux. Par exemple, moi j'ai un chien chez moi, je lui donne une croquette, je lui dis assis, il comprend qu'il doit s'asseoir. Cependant, si je lui dis « veuillez vous asseoir monsieur », il ne va pas comprendre non plus. On pourrait un peu comparer ça à un robot. Et pourtant, les chiens, ils ont les mêmes blocs élémentaires d'ADN que nous. Et au final, on peut supposer quand même que les robots pourraient arriver justement, par cette analogie-là, à une expérience humaine. Alors oui, très bon exemple. Ça va me permettre de parler, pardon, excusez-moi, en guise de chien, j'ai un chat dans la gorge. Donc, vous avez parlé donc de votre chien qui s'assied quand vous lui donnez une croquette. Comment il en est arrivé là? Certainement pas la première fois. La croquette pour le chien, c'est une récompense. Et assis, c'est un ordre que vous donnez. En fait, pour lui, c'est juste un mot que vous prononcez. Mais il a associé, à travers plusieurs expériences, qu'il obtenait la croquette si il faisait un certain geste quand vous dites assis. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire qu'il perçoit une récompense quand il fait ce que vous attendez de lui, la bonne action, le bon acte. Il ne perçoit pas de récompense s'il ne le fait pas. Et nous partageons avec le chien ces mécanismes d'apprentissage qui nous conditionnent, ça s'appelle du conditionnement, qui nous conditionnent et qui vont associer certains événements avec d'autres événements qui a priori n'ont rien à voir. Mais comme on a reçu une récompense quand ils ont été associés, eh bien, on va être content et puis on va répéter parce qu'on a tendance à vouloir accumuler les récompenses et les bonnes choses. Ça se programme, ça se décrit mathématiquement et ça se programme. Et il y a beaucoup de robots sur lesquels on a programmé de l'apprentissage par renforcement, donc exactement comme votre chien. Et ça, c'est possible. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Votre chien est capable d'aller plus loin que l'apprentissage par renforcement. Il est capable aussi d'anticiper des choses. Il a une intelligence bien supérieure à celle des robots que nous bricolons, si j'ose dire. Et surtout, il éprouve quelque chose en tant que mammifère, entre autres. Il éprouve des émotions. Donc, ça va bien plus loin. Mais l'essence de votre entraînement du chien, c'est ce mécanisme qu'on répète très facilement chez les robots et effectivement, qui existe aussi chez les êtres humains. C'est pour ça que nous recherchons toujours le plaisir, en fait, et parfois pas le plaisir, mais simplement parce qu'il y a eu des associations. C'est-à-dire, si, par exemple, il y a eu un signal très, très fort
parce que je parlais des récompenses, mais aussi des punitions, entre parenthèses, donc des signaux négatifs, de la douleur, par exemple, eh bien, ça a le même effet, voire pire. Et simplement, par rapport au robot et par rapport à l'apprentissage par renforcement, nous sommes capables d'apprendre en un coup. De ne plus répéter quelque chose parce qu'il y a eu une douleur, ou de répéter quelque chose simplement parce qu'on l'a vu. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est commun avec les machines et quelque chose qui est différent en même temps. Merci beaucoup, Raja. On va prendre d'autres questions. En bas, il y a aussi des questions. On reste en haut. Du coup, j'ai une question par rapport encore à l'IA. Dans l'hypothèse où il y aurait une IA qui serait intelligente, pas au sens du coup qu'elle a la même puissance de calcul que l'humain, mais vraiment qu'elle aurait une intelligence qui serait similaire à la nôtre, on pourrait du coup imaginer qu'il y ait une singularité un peu similaire à celle que vous décriviez, au sens où elle va pouvoir par exemple faire des intelligences artificielles de plus en plus compliquées, enfin de plus en plus évoluées elle-même, puisqu'elle sera plus forte que nous. Et ça pourrait peut-être créer un emballement, peut-être qu'il pourrait y avoir des problèmes, des bugs, ou peut-être que même elle n'aurait pas les mêmes intérêts que nous. Enfin, on a programmé des choses assez mauvaises dedans, enfin, on ne sait pas vraiment, puisque ça serait, enfin, je peux dire exponentiel. Est-ce que, en tout cas, dans l'hypothèse où ce serait possible d'y arriver, est-ce que ça serait souhaitable, en tout cas, que ça arrive, une intelligence comme ça? Ah ben, alors, je suis un grand lecteur de science-fiction, j'adore ça, et il y a plein de romans, catastrophes, science-fiction, sur cette hypothèse-là. Et oui, bien sûr que c'est tout à fait, enfin je veux dire imaginable, oui, c'est tout à fait imaginable. Possible, ça c'est notre question, justement, je pense que ce n'est pas possible. Mais je vais revenir sur un point quand même qui est important, qui va rejoindre ce que vous dites. L'un des premiers exemples bien connus est l'ordinateur HAL de 2001, Odyssée de l'espace, qui avait une mission secrète, donc il s'est mis à faire des choses qui n'étaient pas très bonnes pour les astronautes qui étaient à bord, par exemple les tuer. Donc, oui, c'est possible. Évidemment, ce n'est pas souhaitable. Alors, maintenant, le vrai problème, c'est que on a dit ces machines sont programmées, ou bien on les a fait apprendre, ce qui est une forme de programmation, mais on les a fait apprendre, c'est-à-dire qu'on a arrêté le processus d'apprentissage d'une certaine façon quand on était satisfait. Parfois, parce que c'est exprimé par des fonctions mathématiques, cet apprentissage, ou parce que la programmation est ce qu'elle est, ce que nous avons programmé ou ce que nous avons fait apprendre n'est pas exactement ce que nous aurions voulu programmer et faire apprendre. C'est-à-dire que la machine va apprendre autre chose que ce que nous aurions voulu qu'elle apprenne. Et cette autre chose peut ne pas être du tout alignée avec notre volonté initiale. Donc la machine va faire, ou le robot va faire des choses qui n'étaient pas notre intention, mais voilà, c'est ce qu'on a programmé finalement. Et ça peut effectivement avoir des effets catastrophiques, parce qu'on a oublié d'exprimer les choses, ou on n'a pas pu, ou on n'a même pas pensé à exprimer les choses correctement. Donc je vais donner un exemple très simple. Vous voyez ce verre, il y a de l'eau dedans, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon opération. Donc si je vais... Attends, ouais. C'était de l'eau. Voilà, donc si je veux que le robot apprenne, je suis un robot, je veux apprendre à le prendre, d'accord ? Donc l'apprentissage par renforcement, ça va consister à faire des gestes, et puis voilà, si ça tombe, c'est pas bon, je vais recevoir une punition, c'est-à-dire un nombre négatif. Et puis si au bout d'un certain temps, j'ai appris à l'apprendre, donc petit à petit, j'ai accumulé des récompenses, je suis content, et maintenant je dis prends le verre, il le prend, d'accord ? Mais j'ai programmé quoi ? J'ai programmé certains gestes, qui sont des gestes comme ça, d'accord ? Et le geste a été optimisé par la fonction pour que le robot prenne le verre comme ça. Mais cette optimisation, parce que ce que j'ai optimisé, c'est certains mouvements, aurait très bien pu aller prendre le verre comme ça, plutôt que comme ça. En le prenant comme ça, il ne sert plus à rien pour boire. C'est pas possible, d'accord ? Mais c'est la solution que le système de calcul aurait trouvée. Et donc, finalement, je lui dis amène-moi un verre d'eau, il va m'amener ça, et je ne peux pas boire. Le robot n'aura pas fait exactement ce que j'aurais voulu, il l'a fait, je dirais, à la lettre, mais pas dans l'esprit. Et or, parce que je n'ai pas correctement programmé
Je n'ai pas interdit, je n'ai pas délimité ce que je voulais exactement. Et souvent, c'est ça le problème. Le problème d'alignement entre ce qu'on aurait voulu qu'il fasse et ce qu'on lui a permis finalement de faire à travers une programmation qui était ce qu'elle était. Et là, ça peut effectivement avoir des conséquences non voulues. Merci beaucoup. D'autres questions? Beaucoup de questions. Oui. Je profite de Madame Vitrani. Vous avez découvert donc l'imaginaire un peu science-fiction qu'on pouvait avoir sur Google lorsqu'on faisait des recherches sur les robots. Et je rebondis également sur la dernière question sur cet imaginaire de la robotique ou de l'intelligence artificielle. Et je me permets de poser la question personnellement aux intervenants qui sont ici. Quelles sont vos intentions derrière vos recherches? Pourquoi, je pourrais dire tout simplement, pourquoi vous travaillez dans ce domaine et que recherchez-vous? Bon, je vais te laisser. Alors moi, je peux commencer à faire un petit pas en arrière. Moi, j'ai fait des études de mécanique. Et en fait, ce qui m'intéressait, ce que j'aurais voulu faire, disons, de la 6e jusqu'à la terminale, c'était être chirurgien. Et puis, bon, passer les concours, c'était pas trop mon truc. Donc, je suis allée faire de la mécanique. Ça me correspondait mieux. Et j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans ce qui était un laboratoire préfigurateur de l'ISIR, où le premier jour de mon stage, on m'a dit « Tu vas aller au bloc, tu vas observer et tu vas nous raconter ce que tu as vu. » Là, j'ai dit « Waouh, c'est génial !» J'avais 20 ans. Et je me suis dit, finalement, avec les études que j'ai faites, qui étaient très très loin du domaine de la santé, c'est possible de contribuer à la médecine. Donc voilà, ce qui me motive, moi, c'est de contribuer à l'amélioration de la médecine. C'est pour ça que dans mon travail de recherche, qui est un travail très appliqué, qui est fait de façon très très proche avec les équipes médicales et de façon très très proche avec des partenaires industriels, parce que ça n'est évidemment jamais un robot issu de notre laboratoire lui-même tel quel qui va être utilisé au bloc. Ça n'est pas possible, on ne peut pas le certifier, voilà. Donc il faut des partenaires industriels aussi. Donc ça, ma motivation, c'est celle à contribuer à la médecine. Parce que tu n'as pas pu être médecin. Parce que j'ai renoncé à être médecin avant même d'avoir commencé. Ce qui est une belle motivation. Nicolas? Oui, donc pour moi, en fait, j'ai fait des études où j'ai fait de l'informatique et j'ai fait des sciences cognitives. Et dans les sciences cognitives, je faisais ça parce que ça m'intéressait de comprendre la mécanique du fonctionnement de l'intelligence humaine au départ. Puis peu à peu, ça a un petit peu dévié au fur et à mesure de ma vie de chercheur. Mais c'est toujours la même chose qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre le vivant. Et je trouve, j'aime bien fabriquer des choses. Et le fait de fabriquer des robots, de fabriquer des algorithmes, de les faire tourner, je trouve que c'est une manière qui me convient pour avancer pour participer à cette compréhension du vivant. Et aussi, le fait d'utiliser l'informatique, la robotique donne une certaine, un certain niveau d'abstraction. On ne s'intéresse pas à une espèce vivante particulière, mais à des principes assez généraux sur l'apprentissage par renforcement, typiquement sur l'apprentissage social, sur les effets d'auto-organisation, qui seraient, de mon ressenti, je pense que je serais frustré si j'étudiais une espèce particulière. Donc c'est ce qui m'a amené à faire de l'IA. C'est plus ça que faire des robots pour accomplir pour faire des tâches, en fait. Moi, je vais faire une réponse un peu lapidaire, excusez-moi. Derrière chaque chercheuse ou chercheuse scientifique, il y a une première motivation, c'est la curiosité, c'est-à-dire comprendre. Il y a un phénomène qui nous éblouit, qui vraiment nous fait poser des questions, et on se dit, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est un moteur fantastique, parce qu'on veut comprendre. C'est très égoïste, si vous voulez, parce que on veut comprendre. Collectivement, quand même, ça fait avancer les connaissances et là-dessus, ça fait progresser l'ensemble de l'humanité. Mais il y a ce moteur essentiel, c'est je veux essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Je lève les yeux au ciel, je vois un point briller. Qu'est-ce que c'est?
Je veux comprendre et voilà, je fais de l'astrophysique, de l'astronomie. Ça, c'est une première motivation. Je pense qu'elle est, elle est là. On ne l'exprime pas toujours, mais elle est vraiment là. Puis il y a une deuxième motivation qui, à mon avis, arrive après. Elle arrive après. C'est sauver l'humanité. C'est-à-dire, on se dit, à un moment donné, on dit, mais bon, j'ai certaines connaissances, j'ai certaines capacités, je suis... finalement, j'ai certains privilèges parce que je passe mon temps à faire quelque chose qui me plaît vraiment, à comprendre des choses, etc. Et on est poussé par l'idée que il faut que ça serve à tout le monde tout de suite, pas forcément attendre. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et là, on fait différentes choses que vous avez vues. Donc, voilà. Très bien, merci Raja. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça redescend, on continue à descendre et on va encore prendre... Voilà. Très bien. On t'écoute, Dominique. Oui, c'est une question essentiellement pour Marie-Aude. Dans une prise en charge médicale, et en particulier dans la recherche, il y a des questions éthiques. Ça porte sur l'information, ça porte sur le consentement, ça porte sur la responsabilité. Finalement, pour la robotique, qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Si je prends le médicament, il y a l'information, il y a le consentement, il y a les risques, les effets secondaires. Qui est responsable? C'est celui qui prescrit, c'est le laboratoire. Donc c'est finalement des questions qui sont communes. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans la robotique? Alors si je prends juste le réglementaire, c'est le même. Quand on veut faire nos essais, c'est de la loi Jardé, c'est des comités de protection des personnes, c'est la NSM qui tranche, donc c'est la même chose qu'un médicament. Le dispositif robotique, c'est la même chose qu'un médicament. Ce qui est spécifique à la robotique, je saurais pas vraiment le dire. Il y a un grand absent de ma présentation, c'est le patient, parce que moi je le vois très peu, puisqu'il est endormi sur sa table d'opération en règle générale. J'ai aussi fait des interventions sur patient éveillé, et justement quand on fait sur patient éveillé, il y a quand même la gestion de la relation du patient avec le robot. Est-ce que ça le rassure? Est-ce que ça l'inquiète? Est-ce que ça le préoccupe? Est-ce qu'il pense que c'est mieux avec le robot que sans le robot, etc. Et quand j'ai fait des essais sur patients éveillés, on avait fait une enquête pour savoir ça. Quelle était l'appréhension? On avait très très peur que les gens aient peur, en fait, que les patients ils se disent « Oh là là, non, un robot, pas pour moi ». Et ce qui est ressorti, alors l'étude est toute petite, puisqu'il n'y a que 10 patients, mais c'est qu'ils trouvaient ça vachement rassurant qu'il y ait quelque chose qui stabilise un petit peu le chirurgien. Donc c'est étonnant, voilà. Et ça, c'est des choses que nous, on n'appréhende pas dans le quotidien et auxquelles on n'est pas forcément toujours bien préparé pour aborder ces questions-là. Mais le côté purement réglementaire, c'est du dispositif médical tout à fait standard. Merci Marie-Aude. On va maintenant clore ce débat robotique et société. Je voulais remercier bien sûr les intervenants, Nicolas, Marie-Aude, Raja, qui aurait pu tenir 3 heures, hein, vous l'avez compris. Et qui peut encore, si vous voulez dialoguer avec lui, évidemment. Remercier le CNRS, remercier évidemment tous ceux qui ont participé à l'organisation de Sorbonne, aussi université. Vous remercier d'être venus et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce débat. Vous encouragez à revenir sur le campus pendant la fête de la science. Vous pourrez visiter l'ISIR et je pense que c'est un moment important. Je vous encourage, si vous savez, pendant 3 jours tous les ans et vous souhaitez une bonne soirée. Merci beaucoup.